C'était la veille de Noël, il était précisément 23h45, et la température extérieure, devant ma villa de Mersey-Island, était tombée bien en dessous de zéro. J'étais assis seul dans la salle de contrôle de sécurité que j'avais fait construire sur mesure au 2e étage, mes doigts fermement enroulés autour d'une tasse de café noir. La chaleur de la céramique était la seule chose qui me rattachait à la réalité, tandis que je fixais les immenses moniteurs à résolution 4K qui illuminaient la pièce sombre et silencieuse. Mon cœur battait un rythme lent et lourd contre mes côtes. Je n'avais pas peur. J'étais furieux. Juste là, sur l'écran central, se tenant sous la lueur chaude des éclairages de sécurité de mon portail d'entrée, se trouvait ma famille. Les personnes même qui, pendant près de 20 ans, m'avaient fait souhaiter ne jamais être né. Il y avait mon père, Harland, enveloppé dans un manteau en imitation de laine bon marché qui, selon lui donnait probablement encore l'allure d'un cadre fortuné. À côté de lui, ma mère, Geneviève, serrait contre sa poitrine un faux sac de créateur pour se protéger du vent glacial. Derrière eux, planant comme des vautours affamés, se trouvait mon frère, l'enfant chéri, Méric, et ma sœur, Kyopi. Et juste au milieu d'eux se tenait un serrurier à l'air très confus, très nerveux, portant une lourde sacoche à outils en toile. J'ai zoomé sur l'image de la caméra. L'objectif haute définition capturait les panaches blancs de leur souffle dans l'air glacial. Les microphones cachés que j'avais installés captaient parfaitement le crissement de leurs bottes sur mon allée en gravier importé. « Ouvrez-moi ça tout de suite », exigea mon père, sa voix portant cette résonance familière et arrogante qui, autrefois, me faisait me recroqueviller quand j'étais enfant. C'est notre maison de famille. Elle appartient à mon fils. Il est actuellement en voyage d'affaires en Europe. Et nous avons les formulaires légaux de squatter juste ici, pour prouver notre droit d'entrée immédiatement. Il a même agité une épaisse liasse de papiers imprimés sous le nez du pauvre serrurier. Des papiers qu'ils avaient probablement téléchargés sur quelques forums internet douteux, remplis de balivernes de « citoyens souverains » et de jargon juridique bidon. Ils essayaient de s'introduire dans ma maison de 2 millions de dollars en utilisant de faux droits de squatter, supposant que j'étais hors de la ville parce que j'avais intentionnellement divulgué de faux itinéraires de voyage à une tante bavarde. Ils pensaient que j'étais encore ce petit garçon silencieux et invisible qui se laisserait faire, pleurerait dans sa chambre, et accepterait tous les abus qu'il lui infligerait. Il pensait qu'un bout de papier sans valeur et un serrurier loué pouvaient voler le sanctuaire pour lequel j'avais saigné, sué, et failli me tuer. Il n'avait absolument aucune idée que j'étais assis à 10 mètres au-dessus d'eux, observant chacun de leurs gestes calculés et malveillants. Plus important encore, il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de leur faire. Thatcher a toujours été un lâche sans colonne vertébrale, ricana Méric, s'appuyant contre le pilier en pierre de mon portail. Il va probablement se contenter de pleurer et nous laisser prendre la chambre principale quand il reviendra et verra que nous avons établi notre résidence. Perce la serrure, mec. Je meurs de froid. J'ai posé ma tasse de café sur le bureau en acajou. Ma main s'est déplacée vers la souris de l'ordinateur. Ma paume était complètement sèche, mon pouce stabilisant en un rythme froid et calculé. D'un simple clic, j'ai connecté le flux en direct de mes caméras de sécurité à une diffusion privée sur les réseaux sociaux. C'était un lien que j'avais méticuleusement préparé au cours du dernier mois et demi. J'avais passé d'innombrables heures à traquer leurs empreintes numériques, envoyant ce lien de diffusion privée à un groupe caché très spécifique, contenant plus de 500 personnes. Chaque ancien partenaire commercial que mon père avait jamais eu est floué. Chaque ami de la haute société devant laquelle ma mère se pavanait au country club. Chaque personne sur laquelle mon frère et ma sœur comptaient pour leur fragile et fausse réputation sur Internet. J'avais intitulé la diffusion « La vérité sur Harland et Geneviève ». Le nombre de spectateurs a grimpé en flèche instantanément. 10, 50, 200, 500 personnes regardant en temps réel Harland ordonner une effraction criminelle la veille de Noël. La boîte de discussion a commencé à exploser de choc absolu, de dégoût et de confusion. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir. Un sourire sombre et froid s'est dessiné sur mon visage, alors que je regardais ma famille orchestrer sa propre exécution publique. Pour comprendre pourquoi j'étais prêt à pulvériser complètement ma propre chair et mon propre sang devant la moitié de notre ville natale. Pour comprendre pourquoi ce moment ressemblait à ma première véritable bouffée d'oxygène pur en 29 ans, il faut revenir en arrière. Vous devez comprendre le musée de la douleur qu'ils avaient construit pour moi, brique par brique. Il faut remonter 15 ans en arrière, au jour exact où j'ai finalement réalisé que je n'étais absolument rien pour eux.
si vous aviez grandi à Tacoma avec ma famille, vous auriez pensé que nous étions l'image parfaite de la réussite américaine. Nous étions la famille que tout le monde était censé envier. Mon père était directeur régional pour un distributeur massif de matériaux de construction, se pavanant en costume sur mesure et parlant fort dans les restaurants locaux. Ma mère réalisait des arrangements floraux haut de gamme pour des mariages de luxe, citant constamment les noms de célébrités locales mineures. Il conduisait des voitures de luxe en leasing qu'il pouvait à peine se permettre, et organisait des dîners somptueux pour impressionner des gens qu'il détestait secrètement et dont il se moquait en privé. Mais derrière la porte d'entrée coûteuse de notre maison de style colonial en banlieue, la réalité était violemment différente. Il y avait 2 classes distinctes de citoyens dans notre maison. La royauté, qui se composait entièrement de Merrick et Kyopi, et le personnel non rémunéré. C'était moi, Dashiell, l'enfant du milieu invisible qui n'existait que pour faciliter la vie de tous les autres. Le moment décisif de mon enfance, le souvenir qui est gravé en permanence dans la partie la plus profonde de mon cerveau, s'est produit le matin de Noël, quand j'avais 14 ans. Le salon sentait le pain importé coûteux et les lourdes bougies à la cannelle. La cheminée rugissait, projetant une lumière chaude sur une montagne de cadeaux magnifiquement emballés. Merrick, qui avait 19 ans à l'époque et était en train d'échouer pour la 2e fois à un programme de base dans un collège communautaire, était assis au centre de la pièce comme un roi tenant sa cour. Mes parents se sont approchés de lui avec une excitation haletante et lui ont tendu une petite boîte en bois lourde. J'observais en silence depuis le coin le plus éloigné de la pièce, assis sur le sol en bois dur et froid, parce que Kyopi avait exigé le canapé en cuir surdimensionné tout entier pour elle et ses ridicules caniches nains. Merrick a ouvert la boîte avec un sourire suffisant. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours noir immaculé, se trouvait une Rolex submarinée. Une montre de $8000. Pour notre futur entrepreneur, annonça fièrement mon père, en lui donnant une forte tape sur l'épaule. Un homme a besoin d'une montre sérieuse lorsqu'il rencontre des investisseurs sérieux. Fils, c'est un investissement dans ton avenir de plusieurs millions de dollars. Je suis resté bouche bée. Merrick n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son idée d'une réunion d'affaires était de jouer à des jeux vidéo au sous-sol avec ses amis, tout en fumant de l'herbe et en mangeant les courses que j'avais rapportées. Ensuite, ce fut le tour de Kyopi. Elle avait 12 ans, était gâtée, pourrie, et sujette à des crises de larmes si ses tenues n'étaient pas parfaitement assorties. Ma mère lui a tendu une épaisse enveloppe gaufrée. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau de $2000 pour un centre commercial de luxe. Kyopi n'a même pas dit merci. Elle l'a simplement regardé, a levé les yeux au ciel, et s'est plainte bruyamment que ce n'était pas le sac de créateur physique qu'elle avait montré dans un magazine 2 mois auparavant. Ma mère a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'elle, promettant qu'elles iraient faire du shopping dès le lendemain. Puis, ce fut mon tour. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Jamais. Je voulais juste quelque chose, n'importe quoi, qui montre qu'il savait que j'existais en tant qu'être humain, et pas seulement comme une ombre. Ma mère m'a tendu un paquet plat, emballé à bas prix. Le papier se déchirait déjà au coin. J'ai retiré le papier avec soin, essayant de savourer le moment de recevoir réellement un cadeau. À l'intérieur se trouvaient 3 paires de chaussettes basiques en coton gris, du genre que l'on achète dans un magasin d'entrepôt discount pour $15 le paquet. Elles n'étaient même pas dans une boîte, juste enveloppées dans une pochette en plastique transparent, avec une étiquette de liquidation jaune encore collée au dos. Je suis resté assis là, sur le sol, à fixer le tissu gris terne. Le silence dans ma tête était absolument assourdissant. J'ai levé les yeux vers ma mère, essayant de trouver une sorte d'explication dans ses yeux, un soupçon de blague, ou peut-être une autre boîte cachée derrière son dos. Geneviève a simplement haussé les épaules, prenant une longue gorgée de son mimosa matinal coûteux. « Tu es le pragmatique, Dashiell, dit-elle avec dédain, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. Les chaussettes te tiennent chaud quand tu fais les travaux de jardinage. Merrick a besoin de la montre pour réseauter avec des gens de haut niveau, et Kyopi doit être présentable pour sa vie sociale. Toi, tu restes juste dans ta chambre à étudier de toute façon, donc tu n'as pas besoin de choses tape à accent grave-l'œil. » J'avais 14 ans. J'avais les meilleures notes dans toutes les matières. J'avais réparé la plomberie sous l'évier de la cuisine quand elle avait lâché, pour qu'il n'ait pas à payer un plombier. Je tondais l'immense pelouse tous les samedis. Je me préparais mes propres repas car ils oubliaient toujours de me laisser une assiette. Et toute mon existence, toute ma valeur pour cette famille, était estimée à exactement $15. Je n'ai pas pleuré.
Je crois que quelque chose en moi s'est simplement et définitivement refermé ce matin-là. Comme la lourde porte d'un coffre-fort en acier se verrouillant en place. J'ai pris mes chaussettes de liquidation, je suis descendu dans ma chambre glaciale et non finie au sous-sol, et je les ai soigneusement rangées dans mon tiroir. J'ai réalisé alors que je n'étais pas un fils pour eux. J'étais un accessoire. J'étais le bouc émissaire pratique qu'ils gardaient pour faire paraître les enfants chéris plus brillants par comparaison. Mais ne partez pas. Car si vous pensez qu'un paquet de chaussettes bon marché est la pire chose qu'une famille puisse faire à un enfant qui ne voulait qu'être aimé, vous n'avez pas vu comment ils ont complètement détruit le jour le plus important de ma jeune vie d'adulte. Le véritable point de rupture irréversible n'est survenu que lorsque j'ai eu 21 ans. À ce moment-là, j'avais pleinement compris que personne n'allait me sauver, sauf moi-même. J'avais déménagé dès mes 18 ans, louant une misérable chambre sans fenêtre près du quartier industriel. Je travaillais des quarts de nuit brutaux, éreintants, à charger et décharger des conteneurs de fret sur les quais de Tacoma, juste pour payer mes propres études universitaires. Mes mains étaient en permanence calleuses et balafrées. Mon dos me faisait toujours mal, une douleur sourde et ardente. Et je vivais de nouilles bon marché et de café noir, mais par pure volonté inébranlable, j'ai maintenu une moyenne parfaite de 4.0 en logistique maritime. Le jour de la remise des diplômes était un mardi de fin mai. Il pleuvait à verse, le genre de pluie glaciale et latérale du nord-ouest Pacifique qui vous transperce jusqu'aux os. J'étais le major de toute ma promotion. On m'avait donné 2 billets VIP pour que mes parents puissent s'asseoir au premier rang. Contre toute logique, contre toutes les leçons que j'avais apprises ce matin de Noël des années auparavant, je leur avais envoyé les billets. J'avais repassé moi-même ma toge de diplômé bon marché. J'avais répété mon discours de major 100 fois devant le miroir fissuré de ma minuscule chambre de location. Je me tenais sur cette scène brillamment éclairée, regardant l'immense auditorium. C'était une mère de parents fiers, tenant des appareils photo coûteux, acclamant, brandissant des pancartes peintes à la main et des bouquets de fleurs. J'ai balayé du regard le premier rang. Les 2 sièges réservés au centre, juste là où ils avaient une vue parfaite sur le podium, étaient complètement vides. J'ai prononcé mon discours devant une salle pleine d'inconnus. J'ai souri pour le photographe officiel. J'ai quitté la scène en tenant mon diplôme durement gagné, ressentant une douleur creuse et angoissante dans ma poitrine qu'aucune logique ou stoïcisme ne pouvait apaiser. Quand la cérémonie fut terminée et que l'auditorium s'est vidé, je suis resté seul sous l'auvent en béton du bâtiment, frissonnant sous la pluie froide, et j'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air incroyablement agacé et essoufflé. « Qu'est-ce qu'il y a, Dachiel ? Fais vite. On gère une crise énorme en ce moment. » « C'est le jour de ma remise de diplôme, papa, dis-je doucement, par-dessus le bruit assourdissant de la pluie frappant le béton. Je viens de faire mon discours. Vous aviez promis que vous seriez là. Oh, pour l'amour de Dieu. Dachiel, grandis un peu, lança Harland, sa voix dégoulinant de condescendance. Merrick a emprunté la voiture de sport de luxe d'un ami et l'a encastré droit dans une bouche d'incendie. On est au poste de police du centre-ville, en train d'essayer de payer sa caution et de l'empêcher d'avoir une accusation de crime. Le monde entier ne tourne pas autour de ta petite cérémonie scolaire. J'ai fermé les yeux, laissant le vent froid me frapper le visage. J'ai aussi été promu aujourd'hui. J'ai forcé les mots à sortir, désespéré d'obtenir ne serait-ce qu'une once de validation. Ils m'ont officiellement nommé responsable de la logistique au port principal. Mon salaire de départ est de 75 000 $ par an, avec tous les avantages. J'ai attendu les éloges. J'ai attendu qu'ils disent enfin qu'il était fier du fils qui s'était construit à partir de rien, qui avait accompli plus à 21 ans que Merrick de toute sa vie. Au lieu de cela, Harland a laissé échapper un rire dur et moqueur qui a résonné dans le téléphone. Un responsable sur les quais, travaillant avec ces animaux sales et sans éducation ? Il n'y a pas de quoi être fier de ça. Dachiel, tu fais honte à cette famille avec ses saletés de col bleu. Ne dis même à personne au country club ce que tu fais. Écoute, puisque tu as apparemment de l'argent maintenant, pourquoi ne vires-tu pas 2 000 $ à Merrick immédiatement pour couvrir ses amendes judiciaires ? Fais quelque chose d'utile pour cette famille pour une fois. Le silence qui a suivi a été la chose la plus lourde que j'ai jamais ressentie de ma vie. La dernière lueur d'espoir à laquelle je m'étais accroché s'est simplement évaporée dans l'air froid. Il s'en fichait. Il ne s'en ficherait jamais. Pour lui, mon immense succès académique et professionnel n'était qu'un embarras social.
Et ma seule valeur en ce monde était d'être un distributeur de billets pratiques pour financer les échecs sans fin de mon frère. Non, dis-je. C'était la première fois que je le défiais à voix haute. Excuse-moi. La voix de Harland est tombée dans un grognement dangereux et menaçant. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit non. Bonne chance avec Méric. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché jusqu'à la poubelle industrielle en métal la plus proche, à l'extérieur de l'auditorium, et j'y ai jeté ma toque de diplômé. Cet après-midi-là, toujours vêtu de mes habits humides, je suis entré directement dans ma banque, j'ai retiré chaque centime que j'avais, j'ai fermé le compte de manière permanente, et j'en ai ouvert un nouveau dans une institution financière complètement différente. Je suis allé au magasin de téléphonie, j'ai acheté un nouvel appareil, et j'ai changé de numéro. J'ai entassé mes quelques affaires dans ma berline cabossée et j'ai quitté Tacoma sans regarder dans le rétroviseur. J'ai coupé les ponts complètement. Je suis devenu un fantôme. Les 8 années suivantes de ma vie ont été un tourbillon d'obsessions impitoyables. J'avais amputé ma famille comme un membre malade. Et sans leur poids constant me tirant vers le bas, j'étais enfin libre de courir. J'ai canalisé chaque once de colère persistante, chaque souvenir toxique d'avoir été mis de côté, dans ma carrière. Je n'ai pas seulement travaillé dur. J'ai travaillé comme un homme possédé par un démon. Je faisais des semaines de 100 heures sans sourciller. J'ai appris à démêler des cauchemars de chaînes d'approvisionnement mondiales qui faisaient craquer et démissionner les cadres supérieurs. J'ai passé ma vingtaine à vivre dans des valises, volant de Seattle à Singapour, de Rotterdam à Shanghai, optimisant les routes maritimes et faisant économiser des millions de dollars en inefficacité aux grandes entreprises. Ma trajectoire de carrière a été une véritable fusée. Mon salaire est passé de 75 000 à 150 000 dollars en 2 petites années. À 26 ans, j'ai été promu directeur de la logistique portuaire dans l'une des plus grandes compagnies maritimes de la côte ouest, avec un salaire de base de 400 000 dollars. À 29 ans, avec les primes de performance et des options d'achat d'actions agressives, mon revenu annuel approchait les 800 000 dollars par an. Malgré ces revenus massifs, je vivais complètement en dessous de mes moyens. Je conduisais une voiture fiable et banale. Je louais un appartement modeste. J'investissais chaque dollar disponible de manière agressive dans des fonds indiciels et l'immobilier. J'ai bâti un empire financier dans un silence total et magnifique. Pendant ces 8 années, la seule personne de mon passé avec qui j'ai gardé contact était mon oncle Alistair, le frère cadet de ma mère. C'était un humble et travailleur mécanicien diesel. La seule personne de toute cette lignée qui m'ait jamais traité comme un être humain. Nous nous retrouvions pour des bières brunes et des steaks 2 fois par an, dans un bar de quartier. Grâce à lui, j'avais des nouvelles de la famille que j'avais abandonnée. L'univers, s'avère-t-il, a un sens de l'ironie très tordu et magnifique. Pendant que je bâtissais ma fortune grâce à une logique méticuleuse et un travail épuisant, le monde entier de mon père s'effondrait à cause de sa propre incompétence à couper le souffle. L'entreprise de distribution de Harland a fait complètement faillite. Il avait secrètement co-signé d'énormes prêts à taux d'intérêt élevés pour les fausses startups de crypto-monnaie de Méric. Méric, l'enfant chéri à qui l'on avait offert une Rolex de 8 000 dollars juste pour exister, a réussi à perdre plus de 400 000 dollars de l'argent de la retraite de nos parents en l'espace de 18 mois. La banque a agressivement saisi leur luxueuse maison de style colonial à Tacoma. Ils ont perdu les voitures de luxe en leasing. Ils ont été humiliés et expulsés de leur country club pour ne pas avoir payé leurs cotisations pendant 1 an. J'ai écouté Alistair me raconter tout cela autour d'une pinte de stout. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni pitié, ni joie, ni tristesse, juste la froide réalisation mathématique de cause à effet. Ils avaient tout investi dans un trou noir de privilèges, et l'univers leur avait présenté la facture. 1 mois après mon 29e anniversaire, j'ai décidé qu'il était temps de me récompenser enfin pour une décennie d'exécution sans faille. J'ai trouvé une propriété sur Mersey Island, l'un des codes postaux les plus exclusifs de l'État de Washington. C'était une superbe villa d'architecture moderne, située juste au bord du lac Washington. Elle avait d'immenses baies vitrées du sol au plafond, un quai privé en eau profonde, des sols en pierre chauffant, une cave à vin, et un système de sécurité digne d'un complexe militaire. Le prix demandé était d'exactement 2 millions de dollars. Je n'ai même pas sourcillé. Je l'ai acheté en espèces. Le jour où j'ai reçu les lourdes clés en métal, je me suis tenu seul au centre de l'immense salon.
Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur l'eau calme du lac, peignant les murs blancs immaculés d'une lumière dorée brillante. C'était complètement silencieux. C'était d'une beauté à couper le souffle. J'ai passé ma main sur le marbre froid et lisse de l'îlot de cuisine et j'ai laissé échapper une profonde respiration que j'avais l'impression de retenir dans ma poitrine depuis l'âge de 14 ans. J'avais réussi. Le garçon invisible et sans valeur, avec les chaussettes grises de liquidation, possédait maintenant une forteresse impénétrable. J'étais complètement en sécurité. Mais la paix, j'allais bientôt la prendre, est une chose très fragile et temporaire, lorsque vous partagez de l'ADN avec des parasites désespérés. Ils pouvaient être en faillite et brisés, mais les prédateurs peuvent toujours sentir un repas à 1 kilomètre à la ronde. J'ai commis une seule erreur. Juste un minuscule laps de jugement après 8 ans de sécurité opérationnelle parfaite. J'ai baissé ma garde lors d'un barbecue d'été d'entreprise que j'organisais, et j'ai permis à un collègue trop enthousiaste de me prendre en photo. J'étais debout sur mon nouveau quai privé, tenant une bière artisanale, souriant sincèrement, avec une immense villa ensoleillée de 2 millions de dollars brillant à l'arrière-plan. Mon collègue l'a publié sur son profil de réseau social public et a tagué mon compte professionnel. Je ne savais pas que ma tante Béatrice, la commère ultime de la famille et le principal singe volant de Geneviève, traquait religieusement mes comptes de réseau professionnel, espérant trouver des saletés sur moi. Quelques heures après la mise en ligne de la photo, elle l'avait capturé, avait découvert l'emplacement grâce au point de repère en arrière-plan, et l'avait lâché comme une bombe nucléaire dans leur misérable discussion de groupe familial. Pendant 8 longues années, il ne s'était pas soucié de savoir si j'étais mort, vivant, malade ou affamé. Mais l'odeur irrésistible de la richesse massive a immédiatement fait revenir les vautours. Cela a commencé un mardi soir, alors que je passais en revue les rapports trimestriels. Mon téléphone privé a vibré à l'appel d'un numéro local inconnu. J'ai répondu, m'attendant à un appel tardif d'un fournisseur. Dachiel, mon garçon, ça fait trop longtemps. La voix a envoyé une onde de choc physique de révulsion le long de ma colonne vertébrale. C'était Erland, mais la voix arrogante et retentissante du directeur d'entreprise avait complètement disparu. Elle avait été remplacée par une douceur écœurante et mielleuse qui sonnait complètement artificielle, comme un prédateur essayant d'imiter l'affection humaine. « Qui est à l'appareil » demandai-je, en gardant ma voix neutre et plate. « C'est ton père, fils. Écoute, tante Béatrice nous a montré la photo de ta nouvelle maison, sur Mersey Island. Waouh. Juste waouh. Nous sommes tellement incroyablement fiers de toi, Dachiel. J'ai toujours su que tu avais une tête brillante pour les affaires, tout comme ton vieux. » L'hypocrisie pure et simple me tordit l'estomac en un acéré. J'ai toujours su. L'homme qui m'avait explicitement dit que j'étais une honte humiliante pour travailler sur les quais revendiquait maintenant sans vergogne mon succès comme son propre héritage génétique. Que veux-tu, Arland ? J'ai été droit au but, refusant de jouer son jeu. Il y eut une légère pause tendue sur la ligne. Il n'aimait pas qu'on lui parle de cette façon, sans la révérence qu'il exigeait. Mais il a ravalé son immense fierté, car il était désespéré. « Eh bien, fils, ta mère et moi traversons une période un peu difficile ces derniers temps. L'économie a été terrible, totalement hors de notre contrôle. Nous avons dû réduire considérablement nos dépenses, mais avec les fêtes qui approchent, nous avons pensé que ce serait absolument merveilleux de réunir la famille. Nous allons emballer quelques affaires et emménager chez toi pour quelques mois, juste pour nous remettre sur pied. Tu sais, tu as beaucoup de place dans cette grande maison, et la famille prend toujours soin de la famille, n'est-ce pas ? » Il n'a pas demandé si c'était d'accord. Il m'en a informé. Le sentiment de droit était si massif, si profondément délirant, que c'en était presque comique. « Absolument pas, dis-je, ma voix tranchante comme de la glace. Ne me contacte plus jamais. » J'ai raccroché et bloqué le numéro immédiatement. Mais ce n'était que la salve d'ouverture du siège. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un énorme paragraphe de SMS de Kyopi. Ma sœur, la fausse coach de vie sur Internet qui se noyait actuellement sous 50 000 $ de dettes de carte de crédit, a décidé de tenter sa chance à la manipulation émotionnelle. Tu es un monstre égoïste et de sang-froid, Dachiel. Comment peux-tu dormir dans un manoir de 2 millions de dollars alors que ta propre mère pleure à chaudes larmes dans un motel sale et bon marché ? Tu nous dois ça. Tu dois donner à Merrick la moitié de la valeur de cette maison immédiatement pour l'aider à relancer son entreprise technologique. C'est le fils aîné. C'est son droit de naissance de diriger la famille.
Si tu ne nous laisses pas emménager d'ici le week-end, tu es mort pour moi. J'ai lu le message 2 fois. J'ai éclaté de rire dans la pièce vide. Donner la moitié de ma maison à l'enfant chéri. L'audace absolue était stupéfiante. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué. Numéro 2, j'ai éteint mon téléphone, je me suis versé 2 doigts de bourbon cher, et j'ai regardé les eaux sombres du lac à travers ma fenêtre. Je savais qu'il n'arrêterait pas. Les personnes toxiques ne respectent pas les limites. Elles les voient comme des défis personnels. Ils étaient désespérés. Ils étaient complètement fauchés. Et ils croyaient sincèrement que ma richesse était leur droit divin. Je savais qu'ils allaient faire escalader la situation dans le monde réel. Alors, le lendemain à 8 heures du matin, j'ai pris mon téléphone professionnel et j'ai appelé l'avocate immobilière la plus impitoyable de Seattle. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau élégant aux parois de verre du centre-ville de Tenson, mon avocate attitrée. Elle était un véritable requin dans un tailleur de créateur. Exactement le genre de professionnelle froide et calculatrice que vous voulez de votre côté lorsque vous partez en guerre. J'ai exposé toute la situation sur son bureau en acajou. J'ai fourni les messages vocaux, les SMS insensés de Kiopi exigeant une part de la maison, l'historique documenté de leur ruine financière provenant des registres publics, et ma certitude absolue qu'ils essaieraient d'envahir physiquement ma propriété. Ils pensent que parce que nous partageons 50% de notre ADN, ils ont un droit légal inhérent à ce qui est à moi, ai-je dit à Tenson, en faisant glisser un épais dossier de preuves sur son bureau. Je ne veux pas d'un avertissement. Je veux construire un mur légal autour de ma vie, si haut et si couvert de barbelés qu'ils se briseront le cou en essayant de l'escalader. Tenson a souri, d'un air vif et dangereux. Elle a rédigé une mise en demeure brutale. C'était un chef-d'œuvre de menace légale, stipulant explicitement que Harland, Geneviève, Merrick et Kiopi étaient définitivement bannis de ma propriété, de mon lieu de travail, et de toute forme de contact direct ou indirect. Elle prévenait que toute violation entraînerait des poursuites immédiates pour intrusion criminelle, harcèlement et harcèlement criminel. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé exigeant une signature directe à la livraison, au motel miteux de longue durée qu'il louait actuellement. Je ne me suis pas arrêté aux documents légaux. J'ai appelé la meilleure entreprise de sécurité privée de l'État de Washington. En 48 heures, ma villa a été lourdement fortifiée. J'ai fait installer 20 caméras de résolution 4K à vision nocturne et grand angle autour du périmètre, couvrant tous les angles possibles. Des capteurs de mouvement de qualité militaire couvraient chaque centimètre du jardin et du quai. J'ai fait installer des serrures intelligentes biométriques sur chaque porte. Des serrures qui pouvaient résister à un véritable bélier. Ma propriété a été transformée en forteresse moderne. Ils ont testé le périmètre 3 jours plus tard. J'étais en réunion au bureau quand mon téléphone m'a alerté silencieusement. J'ai ouvert l'application de sécurité sous la table pour voir Geneviève, debout au portail principal en fer de ma communauté privée, hurlant sur les gardes de sécurité. Elle avait l'air complètement déséquilibrée, les cheveux en désordre et sales, agitant sauvagement les bras. Je suis sa mère. L'audio directionnel des caméras captait parfaitement sa voix stridente. Il retient l'héritage familial en otage là-dedans. Vous me laissez entrer tout de suite, espèce de flic au salaire minimum, ou je vous fais perdre votre travail. Les gardes, que j'avais généreusement pourvus de billets de $500 et longuement briefés plus tôt cette semaine-là, ont simplement croisé les bras, reculé, et lui ont calmement dit qu'ils appelaient la police. Geneviève a réalisé qu'elle ne pouvait pas les intimider, a craché vicieusement sur la vitre de la guérite, et est retournée en trombe à sa berline cabossée et fumante. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu une notification du service postal sur mon téléphone. L'accusé de réception du courrier recommandé pour la mise en demeure avait été officiellement signé et accepté. Geneviève l'avait signé elle-même. Ils avaient été officiellement et légalement avertis par un cabinet d'avocats. Ils savaient avec une certitude absolue qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Je me suis assis sur mon canapé en cuir ce soir-là, regardant la signature scannée sur l'accusé de réception sur mon iPad. Une famille normale et rationnelle lirait une lourde menace légale, ressentirait un sentiment de honte, et reculerait. Mais je connaissais Harland. Je connaissais la taille terrifiante de son ego. Il n'accepterait jamais, jamais d'être exclu et rejeté par le fils qu'il considérait comme complètement inférieur à lui. Noël était dans exactement une semaine, la période de l'année qu'ils utilisaient toujours pour exiger une obéissance absolue. Je savais exactement ce qu'ils préparaient. Ils allaient essayer de me forcer la main,
pensant que j'étais vulnérable et aveuglé par la culpabilité des faits. J'étais entièrement prêt pour eux. Je voulais qu'ils essaient. Qu'ils viennent à la forteresse. Avant d'en arriver au chaos absolu de cette nuit, si vous appréciez cette histoire sur l'établissement de limites, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre cela. Merci beaucoup. Ce qui nous ramène exactement à ce moment. La veille de Noël, 23h45. La température extérieure chutait rapidement, du givre commençant à se former sur les bords de mes immenses baies vitrées. J'étais assis dans la salle de sécurité sombre de ma forteresse de Mersey Island, regardant les moniteurs 4K avec un rythme cardiaque si calme que c'en était presque inquiétant. Ma famille, les gens qui m'avaient traité comme un chien errant pendant 2 décennies, se tenaient sur mon allée en gravier importé, croyant pleinement qu'ils étaient sur le point d'exécuter le hold-up de Noël parfait. Je me suis penché plus près du moniteur principal, regardant la scène se dérouler comme un film tragiquement hilarant. J'avais passé le dernier mois et demi à me préparer rigoureusement pour ce scénario exact. J'avais payé un détective privé pour dénicher les comptes de réseaux sociaux actuels, les adresses e-mail, et les profils de réseautage professionnel de chaque personne que ma famille essayait encore d'impressionner. J'avais compilé une liste maîtresse de plus de 500 contacts. Elle incluait les anciens investisseurs de Harland, les anciennes relations du Country Club de Geneviève, les faux amis crypto de Merrick, et les abonnés les plus fidèles de la page de coaching de vie ridicule de Kyopi. J'avais créé un lien de diffusion en direct privé et caché, et l'avais envoyé en masse à tous il y a 30 minutes avec pour objet, la véritable histoire de l'effondrement de la famille de Tacoma. Maintenant, je regardais le nombre de spectateurs exploser littéralement. 300, 400, 520 spectateurs actifs. Ils regardaient tous dans un silence numérique stupéfait, alors que la caméra zoomait sur mon père. Harland se tenait avec arrogance, les mains sur les hanches, essayant de paraître comme un homme d'une immense autorité, malgré un manteau qui semblait provenir d'un bac de solde. Il a brandi une épaisse liasse de papiers imprimés sous le nez du serrurier engagé. Le serrurier, un homme corpulent en veste haute visibilité, semblait incroyablement nerveux, son souffle s'échappant en bouffées dans l'air glacial. « Écoutez-moi très attentivement », gronda Harland, pointant un doigt épais vers l'immense porte d'entrée sur mesure de ma villa. Je suis le patriarche de cette famille. Cette propriété appartient légalement à mon fils, Dashiell. Il est actuellement coincé en voyage d'affaires en Europe à cause de retards météorologiques. Nous avons les formulaires légaux de squatteurs ici même, dûment remplis et notariés, qui nous accordent le droit immédiat d'occuper cette résidence vacante. Si vous ne percez pas cette serrure tout de suite, je poursuivrai personnellement votre entreprise pour rupture de contrat. C'était un mensonge complètement fabriqué. J'avais intentionnellement donné de faux itinéraires de voyage à tante Béatrice, sachant qu'elle courait immédiatement en informer Harland. Il pensait que la maison était complètement vide. Ils pensaient avoir des semaines pour déménager leurs cochonneries dans ma maison, changer les serrures, établir leur résidence, et me forcer à une longue procédure d'expulsion légale à mon retour. Derrière Harland, Merrick tenait son téléphone en l'air, souriant à la caméra. Il enregistrait en fait une vidéo pour ses réseaux sociaux. « Salut tout le monde », dit Merrick à son téléphone, passant une main dans ses cheveux. « On emménage juste dans le nouveau domaine familial ce soir. Mon petit frère a enfin fait quelque chose de bien et nous a dégoté une immense propriété. Ce sera le nouveau siège de ma prochaine start-up. De grandes choses arrivent cette année. Restez à l'écoute. » L'illusion était stupéfiante. Il prévoyait de s'attribuer le mérite de ma maison de 2 millions de dollars. Kyopi grelottait à côté de lui, se plaignant bruyamment du froid et demandant à savoir quelle chambre avait la meilleure lumière naturelle pour ses vidéos de routine matinale. Le serrurier soupira lourdement, sortant une perceuse commerciale robuste de son sac en toile. Il appuya la mèche en titane contre ma serrure intelligente biométrique de 3000 dollars. Le bruit strident et aigu de la perceuse coupant le métal résonna dans le quartier calme et aisé. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement pris mon téléphone, composé une ligne directe que j'avais enregistrée spécifiquement pour ce soir, et l'ai laissé sonner 2 fois avant de raccrocher. C'était le signal. Je me suis levé de mon fauteuil en cuir, j'ai ajusté les poignets de mon pull sombre, et je suis sorti lentement de la salle de sécurité. J'ai descendu le grand escalier flottant, les sols en pierre chauffant chaud sous mes pieds. Toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Je me déplaçais comme un fantôme à travers l'immense salon,
marchant silencieusement jusqu'à ce que je sois directement de l'autre côté de la porte d'entrée. Je pouvais entendre la perceuse grincer contre le métal. Je pouvais entendre Geneviève se plaindre que ses pieds étaient gelés. Je pouvais entendre Harland dire à tout le monde de se dépêcher. J'ai tendu la main, j'ai désengagé le pendormant manuel secondaire, j'ai saisi la lourde poignée en fer, et j'ai ouvert les doubles portes en grand. Le flot soudain de lumière chaude et dorée du hall d'entrée s'est déversé sur l'allée sombre, les illuminant comme des cerfs pris dans les phares d'un camion énorme. Le serrurier a sursauté en arrière, laissant tomber sa perceuse sur le porche en pierre avec un bruit sec. Harland s'est figé au milieu d'une phrase. Geneviève a halté, portant une main à sa bouche. Méric a abaissé lentement son téléphone, le sourire suffisant fondant complètement de son visage. Pendant 3 longues secondes, absolument personne n'a bougé. Le vent glacial hurlait à travers la porte ouverte. Puis, comme un serpent muant, Geneviève a instantanément abandonné son rôle de voleuse et a complètement pivoté vers celui d'une mère aimante. Son visage s'est tordu en un immense sourire, douloureusement faux. Elle s'est avancée, les bras grands ouverts. Dachiel. Oh mon Dieu, mon doux garçon. Surprise, cria-t-elle, sa voix résonnant maladroitement dans l'air froid. Nous pensions que tu étais en Europe. Nous voulions juste passer te faire une surprise pour Noël. Tu nous as tellement manqué. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je me suis tenu directement dans l'embrasure de la porte, bloquant leur passage, mon visage complètement dénué de toute émotion. Je l'ai fixé, puis j'ai regardé par-delà elle vers Harland, qui essayait à la hâte de fourrer les faux papiers de squatteur dans la poche de son manteau. Une visite surprise, dis-je. Ma voix était calme, posée, et incroyablement forte. Je savais que les microphones suspendus captaient chaque syllabe et la diffusaient aux 500 personnes qui regardaient en direct. C'est une façon intéressante de décrire une effraction criminelle, Geneviève. Habituellement, quand une mère veut rendre visite à son fils, elle appelle. Elle n'engage pas un serrurier pour détruire une serrure de porte de $3000 à minuit, en tenant de faux formulaires de squatteurs légalement invalides. Le faux sourire de Geneviève a tressailli, menaçant de s'effondrer. Dachiel, chérie, ne sois pas si dramatique. Ton père a juste perdu ses clés. C'est tout. Nous sommes une famille. Nous voulons juste passer les fêtes ensemble dans ta belle nouvelle maison. Ce n'est pas une maison de famille, déclarai-je, ma voix tranchant l'air glacial comme une lame chirurgicale. C'est ma maison. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Et soyons tout à fait honnêtes, pour la première fois en 15 ans, Harland, vous n'êtes pas ici pour Noël. Vous êtes ici parce que vous êtes complètement, totalement en faillite. Le visage de Harland est devenu d'un rouge sombre et profond. Son ego massif ne pouvait pas supporter d'être rabaissé, surtout par le fils qu'il considérait comme un paysan. Surveille ton langage, garçon, gronda-t-il, s'avançant agressivement, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider comme il le faisait quand j'étais enfant. Je suis ton père. Tu dois le respect à cette famille. Tu nous dois un abri. Nous avons mis un toit sur ta tête pendant 18 ans. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez mis un toit sur ma tête parce que c'était une obligation légale pour vous éviter la prison pour négligence d'enfant, ai-je rétorqué, ma voix résonnant fort. Vous voulez parler de respect? Parlons chiffres, Harland. Les chiffres que vous cachez à tous vos amis. Vous devez $150 000 d'arriérés d'impôts au gouvernement fédéral. Votre entreprise de distribution a fait faillite parce que vous avez détourné les fonds de votre propre société pour louer des voitures de luxe que vous ne pouviez pas vous permettre. Harland s'est arrêté net. Sa mâchoire est littéralement tombée. Il n'avait aucune idée de comment je connaissais les chiffres exacts. J'ai tourné toute mon attention vers Méric, qui essayait de se cacher derrière sa mère. Et toi, l'enfant chéri, le brillant entrepreneur, tu as perdu $400 000 de l'argent de tes investisseurs en montant une arnaque à la crypto-monnaie. Tu fais actuellement face à 3 poursuites civiles. Tu ne veux pas utiliser ma maison comme siège de start-up, Méric. Tu veux l'utiliser comme un endroit pour te cacher de tes créanciers. Méric est devenu complètement blême. Tais-toi, balbutia-t-il, regardant nerveusement autour de lui, ignorant que chacun de ses anciens investisseurs regardait actuellement ce flux exact. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais tout, dis-je froidement. Je sais que vous avez perdu la maison à Tacoma. Je sais que vous avez été expulsé du country club.
Je sais que vous vivez actuellement dans un motel à la semaine près de l'autoroute. Et au lieu de trouver des emplois et de prendre la responsabilité de vos échecs catastrophiques, vous avez décidé de venir ici ce soir pour voler la propriété du fils que vous avez jeté comme une ordure. Kyopi a soudainement éclaté en sanglots théâtraux, tapant du pied. Tu es un monstre, Dashiell. Nous sommes ta famille. Comment peux-tu rester là, dans une maison de 2 millions de dollars, et nous regarder geler? Tu dois nous laisser entrer. Je ne dois rien faire du tout, répondis-je doucement, en reculant et en me préparant à fermer la porte. Je vous ai envoyé une mise en demeure juridiquement contraignante. Vous l'avez signée. Vous avez choisi de l'ignorer, et maintenant vous devez faire face aux conséquences. Des conséquences, cracha Harland, retrouvant sa posture arrogante. Il fit un autre pas menaçant vers le porche. Tu crois que tu peux nous fermer la porte au nez? Je vais arracher cette porte de ses gonds. Tu n'es qu'un petit. Ingrat et pathétique. Il n'a jamais pu finir sa phrase. Du bas de la longue allée, le flash soudain et aveuglant des gyrophares rouges et bleus a percé l'obscurité absolue. Le chant aigu et terrifiant d'une sirène de police a résonné sur le lac. 3 voitures de police de Mersey-Island, leurs pneus crissant agressivement sur le gravier, ont bloqué le portail principal. 5 officiers lourdement armés sont sortis de leur véhicule, se déplaçant rapidement le long de l'allée, les mains posées avec précaution sur leur ceinturon. Le serrurier a jeté un regard à la police, a complètement lâché ses outils et a levé les 2 mains en l'air. « Je n'ai rien à voir avec ça », a-t-il crié, sa voix se brisant de panique. Ils m'ont dit que c'était leur maison. Ils m'ont montré des papiers. Harland et Geneviève se sont retournés, leurs visages se vidant de toute couleur. La panique pure et simple dans leurs yeux était la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. L'officier en chef, un homme grand et imposant nommé Navarro, a gravi les marches du porche. Il a regardé la serrure percée, a regardé ma famille, puis m'a regardé directement. « Monsieur Dashiell », dit l'officier Navarro avec respect. Je lui avais parlé longuement 2 jours auparavant en déposant mes préoccupations de sécurité. Sont-ce les individus qui vous ont harcelé? Oui, officier, répondis-je calmement, en croisant les bras. Ils tentent de s'introduire de force dans ma maison. Harland a immédiatement tenté de pivoter. Il a affiché son meilleur sourire de manager d'entreprise, tendant les mains dans un geste apaisant. Officier, s'il vous plaît. Il y a un énorme malentendu. C'est mon fils. Nous sommes ses parents. Il traverse une crise de santé mentale très grave ces derniers temps. Il est gravement déprimé et délirant. Nous sommes juste venus voir comment il allait, lui apporter un peu de joie de Noël, et il nous a enfermés dehors dans un épisode de paranoïa. Nous voulions juste entrer pour lui donner ses médicaments. C'était un mensonge brillant et dégoûtant. C'était exactement le genre de tactique manipulatrice que les familles toxiques utilisent pour instrumentaliser les forces de l'ordre contre leurs victimes. Geneviève a immédiatement recommencé à pleurer faussement, hochant vigoureusement la tête. Il est malade, officier. S'il vous plaît, aidez-nous à l'emmener à l'hôpital. L'officier Navarro a froncé les sourcils, regardant tour à tour entre nous. C'était un professionnel, et dans les conflits familiaux, les choses pouvaient rapidement devenir confuses. Mais je n'avais rien laissé au hasard. Il ment. Une voix féminine et tranchante a retenti de l'intérieur de la maison. Tout le monde s'est retourné. Sortant de l'ombre de mon grand hall d'entrée se trouvait Tanson, mon avocate en immobilier et en défense. Elle portait un trench coat élégant, tenant une mallette en cuir raffiné, et elle ressemblait à un prédateur sentant le sang dans l'eau. Elle était assise dans mon salon depuis 2 heures, attendant ce moment précis. Tanson est passé juste devant moi et a tendu à l'officier Navarro un dossier plastifié impeccable. Je suis le conseil juridique de cet homme, a déclaré fermement Tanson, sa voix portant une autorité absolue. Dans ce dossier, vous trouverez le titre de propriété, prouvant que mon client est le seul propriétaire. Vous trouverez également une copie certifiée conforme d'une mise en demeure qui a été livrée à ces individus il y a 3 jours. Tournez à la 2e page. Navarro a tourné la page, éclairant le document avec sa lourde lampe de poche. Vous verrez la signature de Geneviève, la femme qui pleure de fausses larmes juste là, reconnaissant légalement qu'ils sont définitivement bannis de cette propriété. De plus, Tanson a sorti un iPad, tapant une fois sur l'écran. Nous avons un enregistrement vidéo et audio haute définition d'il y a 10 minutes,
montrant Harland ordonnant explicitement à ce serrurier de détruire la serrure en utilisant des documents de squatteurs frauduleux, tout en reconnaissant qu'il croyait mon client hors du pays. Elle a tendu l'iPad à l'officier. Navarro a regardé les images d'une clarté cristalline. Les preuves étaient absolues, indéniables, et complètement dévastatrices. Navarro a rendu l'iPad, son visage se durcissant en une expression de dégoût complet. Il s'est tourné vers Harland, qui transpirait maintenant abondamment malgré le froid glacial. « Monsieur, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos », ordonna Navarro, sortant les lourdes menottes en acier de sa ceinture. « Quoi ? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un cadre. Je suis son père, hurla Harland, se débattant alors que 2 officiers lui saisissaient les bras et le plaquaient brutalement contre le pilier en pierre de ma maison. Le clic métallique des menottes se refermant a résonné bruyamment. Geneviève a commencé à crier hystériquement, essayant d'éloigner les officiers de son mari. « Arrêtez. Il n'a rien fait de mal. Dachiel, dis-leur d'arrêter. »« Madame, reculez immédiatement ou vous finirez menotté aussi », a averti un autre officier, pointant un doigt directement sur son visage. Méric a tenté de s'éclipser discrètement dans l'ombre du jardin, mais un officier l'a attrapé par le col de sa veste et l'a plaqué contre la voiture de police, le menottant instantanément. Kiopi est tombé à genoux dans le gravier, se lamentant bruyamment. Son faux maquillage de créateur coulait sur son visage entraîné sombre. Je suis resté sur mon porche, regardant les gyrophares rouges et bleus peindre leur visage terrifié. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra cachée au-dessus de ma porte, sachant que 500 personnes venaient d'assister à la destruction absolue de l'empire factice de ma famille. Si vous avez déjà dû couper un membre de votre famille toxique de votre vie pour protéger votre propre paix, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en disant « Je suis là ». C'est notre code secret pour les spectateurs qui sont arrivés jusqu'ici, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant cette phrase. Merci de me soutenir. Le processus judiciaire a été incroyablement rapide et totalement impitoyable. Harland et Méric ont passé le jour de Noël assis dans une cellule de détention en béton glacial à la prison du comté. Ils ont été officiellement accusés de tentative de cambriolage criminel, d'intrusion, et de violation d'une ordonnance restrictive légale. Comme ils étaient complètement fauchés et ne pouvaient pas se permettre un avocat décent, ils ont été contraints d'utiliser un défenseur public qui leur a essentiellement dit qu'ils n'avaient aucune chance de gagner contre ma montagne de preuves vidéo. Ils ont accepté une négociation de peine 2 semaines plus tard pour éviter la prison. La juge, une femme incroyablement sévère qui n'avait aucune patience pour leurs sentiments de droit, leur a infligé à tous les 2-3 ans de probation stricte, 200 heures de service communautaire à ramasser des déchets sur les autoroutes, et une ordonnance restrictive permanente et juridiquement contraignante leur interdisant de s'approcher à moins de 300 mètres de moi, de ma maison ou de mon lieu de travail, pour toujours. Ils ont également été condamnés à payer 15 000 $ d'amende judiciaire et de dédommagement pour ma serrure endommagée. Mais les conséquences légales n'étaient absolument rien comparées à l'annihilation sociale absolue qu'ils ont subie à cause de la diffusion en direct. La diffusion privée avait été enregistrée par plusieurs spectateurs et partagée à l'infini. Elle s'est propagée à travers Tacoma comme un immense feu de forêt incontrôlable. Chaque mensonge que ma famille avait jamais raconté pour maintenir sa fausse image de haute société a été réduit en cendres du jour au lendemain. Les anciens partenaires commerciaux de Harland, les hommes qu'il essayait désespérément de convaincre de lui accorder un prêt pour relancer son entreprise, ont vu la vidéo de sa tentative d'effraction, tout en admettant sa faillite. Ils l'ont immédiatement mis sur liste noire dans toute l'industrie. Sa réputation était complètement radioactive. Personne ne l'aurait même engagé pour gérer un fast-food, et encore moins une entreprise de chaîne d'approvisionnement. Geneviève a subi un sort qu'elle considérait comme pire que la mort. L'humiliation sociale absolue. Les femmes riches de son ancien country club, celles avec qui elle bavardait et prétendait être leur égale, l'ont vu crier comme un animal sauvage sur mon porche. Elles l'ont complètement coupé de leur cercle. Quand elle entrait dans l'épicerie locale, les gens lui tournaient littéralement le dos. Elle est devenue la risée de la ville qu'elle avait l'habitude de terroriser. Et puis il y avait les enfants chéris. Les faux investisseurs en crypto-monnaie de Méric, en l'entendant admettre en vidéo qu'il était fauché et vivait dans un motel, ont immédiatement intenté des poursuites civiles massives contre lui, gelant les quelques miettes d'argent qui lui restaient sur ses comptes en banque. Il a été contraint de prendre un emploi au salaire minimum, travaillant de nuit dans une station-service, juste pour payer ses frais de probation. La carrière Internet de Kiopi a implosé en quelques jours.
On ne peut pas se vendre comme coach de vie de luxe et experte en bien-être quand il existe des preuves vidéo virales de vous pleurant dans le gravier devant la maison de votre frère, parce que vous êtes sans abri et noyé sous les dettes. Elle a perdu 80% de ses abonnés en une seule semaine. Ses sponsors l'ont immédiatement lâchée. Parce qu'ils devaient payer mes 15 000 $ de dédommagement et leurs énormes amendes légales, ils ont été complètement expulsés de leur motel bon marché. N'ayant absolument nulle part où aller et leur côte de crédit complètement détruite, Arland, Geneviève, Méric et Kyopi ont été contraints de mettre en commun leur argent restant et d'acheter un van aménagé cabossé et rouillé. La famille qui distribuait autrefois des Rolex de 8 000 $ tout en me donnant des chaussettes de liquidation dormait maintenant dans un van glacial, garé dans un coin reculé du parking d'un supermarché ouvert 24h24. Ils avaient absolument tout perdu, leur argent, leur maison, leur liberté, et surtout, leur précieuse et fragile fierté. Ils étaient complètement mis à nu, exposés au monde comme les fraudes parasites et toxiques qu'ils étaient vraiment. J'ai suivi tout cela grâce à des mises à jour occasionnelles de mon oncle Alistair, ne ressentant rien d'autre que la finalité froide et satisfaisante d'un livre de compte clos. L'univers avait équilibré la balance. Mais les systèmes toxiques ne meurent pas en silence. Ils essaient toujours d'envoyer un dernier messager désespéré pour vous ramener dans la boue. Et pour ma famille, ce messager était tante Béatrice. C'est arrivé début février, environ un mois après l'audience au tribunal. J'étais sur l'immense terrasse d'observation de l'autorité portuaire de Seattle, examinant un graphique logistique complexe pour une flotte de porte-conteneurs entrants. L'odeur d'eau salée et de carburant diesel emplissait l'air. J'étais dans mon élément, en contrôle total d'une opération de plusieurs millions de dollars. Dashiell. Je me suis retourné. Près des ascenseurs, serrant fermement son sac à main à deux mains, se tenait tante Béatrice. Elle semblait beaucoup plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue, son visage tiré et fatigué. Les gardes de sécurité avaient dû la laisser monter, supposant qu'elle était un fournisseur. Elle était le singe volant ultime, la femme qui avait divulgué la photo de ma maison et constamment encouragé le comportement horrible de mes parents pendant des décennies. Je n'ai pas souri. Je ne l'ai pas salué. J'ai simplement croisé les bras sur ma poitrine et j'ai attendu. Béatrice s'est approchée lentement de moi, ses yeux balayant nerveusement l'immense et intimidant port de commerce que je contrôlais. Quand elle m'a atteint, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. La tactique de manipulation classique de ma famille. Dashiell, s'il te plaît, a-t-elle commencé, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Je sais que tu es en colère. Je sais qu'ils ont fait des erreurs, mais tu as gagné. Tu les as complètement détruits. Arland a des douleurs à la poitrine à cause du stress. Geneviève s'endort en pleurant chaque nuit. Ils vivent dans un van en métal en plein hiver, mangeant des conserves. Ta propre mère a froid, Dashiell. Les as-tu assez punis? Es-tu enfin satisfait? Tu dois lever l'ordonnance restrictive et les aider à trouver un appartement. Fais preuve d'un peu de pitié. Pardonne-leur. Je suis resté parfaitement immobile, laissant le vent froid de l'océan me fouetter le visage. J'ai regardé cette femme, cette complice qui m'avait vu souffrir toute mon enfance et n'avait jamais levé le petit doigt pour m'aider. La pitié, ai-je répété le mot lentement, le goûtant sur ma langue. J'ai baissé les yeux sur les immenses porte-conteneurs en contrebas, puis je suis revenu aux yeux désespérés de Béatrice. Tante Béatrice, laissez-moi vous poser une question. Où était cette incroyable et déchirante pitié quand j'avais 14 ans? Elle a cligné des yeux, clairement confuse. Quoi? Où était votre pitié quand je dormais dans un sous-sol non fini sans chauffage, portant 3 couches de vêtements juste pour arrêter de trembler, pendant que vous et ma mère buviez des bouteilles de vin à 200 $ à l'étage près de la cheminée? Où était votre pitié quand mon père m'a dit que j'étais une honte pour la lignée parce que je faisais un travail manuel pour payer mes études? Où était votre pitié quand j'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 ans d'affilée, pendant que Méric conduisait une voiture de sport en leasing et portait une Rolex? Béatrice a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Votre pitié est incroyablement sélective, Béatrice, ai-je continué, ma voix basse, froide, et totalement dénuée de sympathie. Vous ne vous souciez pas qu'il m'ait maltraité. Vous vous souciez seulement que l'illusion de votre famille parfaite ait été brisée. Vous voulez que je les sauve pour ne plus vous sentir mal à l'aise lors des réunions de famille. Ils sont de ton sang, Dashiell, a-t-elle murmuré faiblement, pleurant de vraies larmes maintenant, car elle réalisait que sa manipulation échouait complètement.
Ce sont tes parents. Tu ne peux pas les laisser pourrir sur un parking. Je ne les laisse pas pourrir, l'ai-je corrigé fermement. Je les laisse exactement à la vie qu'ils se sont construites. Ils ont investi tout leur amour, tout leur argent, et tout leur temps dans Merrick et Kyopi. Maintenant, Merrick et Kyopi peuvent s'occuper d'eux. Dites à Harland de vendre sa Rolex pour acheter un chauffage pour le van. Dites à Geneviève d'utiliser ses cartes cadeaux de luxe pour acheter des couvertures. Ils ont fait leur choix il y a 15 ans. C'est juste la facture qui arrive enfin à échéance. J'ai fait un pas de plus vers elle, envahissant son espace juste assez pour lui faire savoir que la conversation était définitivement terminée. Si vous revenez un jour sur mon lieu de travail, Béatrice, je vous ferai arrêter pour intrusion. Retournez à Tacoma et dites-leur que le distributeur de billets est définitivement fermé. Je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers les portes vitrées de mon bureau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Le rapport de force avait complètement changé. C'étaient eux les fantômes maintenant, et c'était moi qui détenais les clés du royaume. 2 ans ont passé depuis ce froid jour de février sur les quais. J'ai maintenant 31 ans, et ma vie est complètement méconnaissable par rapport à l'existence sombre et solitaire de mon enfance. C'est un dimanche soir chaud de juillet. Je suis sur la vaste terrasse arrière de ma villa de Mersey Island, regardant le soleil se coucher lentement sur le lac Washington, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange et de violet. L'odeur de la fumée du barbecue et des steaks grillés emplit l'air. Assis autour de la table massive en bois de teck se trouvent les personnes que je considère réellement comme ma famille. Il y a oncle Alistair, riant bruyamment avec une bière fraîche à la main, racontant une histoire ridicule sur un moteur qu'il a réparé. Il y a Tanson, ma brillante avocate, qui est devenue l'une de mes plus proches confidentes, sirotant du vin blanc et se relaxant. Il y a mes principaux responsables logistiques du port. Des hommes et des femmes qui me respectent non pas pour mon sang, mais pour mon caractère et mon éthique de travail. Et courant sur la pelouse manucurée, poursuivant une balle de tennis, se trouve mon golden retriever de refuge, Atlas. Je m'appuie contre la balustrade en pierre, prenant une gorgée de bourbon cher. Il n'y a absolument aucun cri ici. Il n'y a pas de manipulation, pas d'insultes subtiles, pas de marche sur des œufs. Il n'y a qu'une paix absolue et inébranlable. J'ai entendu dire, il y a quelques mois, que Harland et Geneviève avaient finalement réussi à obtenir un logement social à bas revenu dans une ville misérable à 3 heures de route. Harland travaille à temps partiel dans une quincaillerie, balayant les sols. Geneviève refuse de quitter l'appartement par pure honte. Merrick purge actuellement une peine dans un établissement à sécurité minimale pour une autre accusation de fraude, et Kyopi travaille comme serveuse, complètement absente de tous les réseaux sociaux. Ils sont en vie, mais ils sont totalement sans importance pour mon existence. Les gens dans la société répètent toujours le même cliché toxique et usé, le sang est plus épais que l'eau. Ils l'utilisent comme une arme pour forcer les victimes d'abus à rester attachées à leurs agresseurs. Ils vous disent que parce que vous partagez un code génétique avec quelqu'un, vous êtes obligé de supporter leur manque de respect, leur vol, et leur cruauté. Mais ils oublient le sens réel de la phrase. Ils oublient que l'eau entretient la vie. Elle nettoie, elle guérit, elle permet aux choses de grandir. Le sang toxique, en revanche, agit comme un poison. Il infecte tout ce qu'il touche. Il vous entraîne dans l'obscurité et tue lentement votre esprit. J'ai survécu à ma famille en les saignant complètement de ma vie. J'ai remplacé le sang toxique par l'eau pure de ma propre ambition, de ma propre logique, et de la famille choisie que j'ai bâtie autour de moi. Je regarde les murs massifs en pierre de ma maison. La forteresse que j'ai construite de mes propres mains, lourdement calleuse. Personne ne pourra jamais me l'enlever. Je ne suis plus le garçon invisible aux chaussettes grises, assis dans un sous-sol glacial. Je suis l'architecte de mon propre destin, et mes murs sont impénétrables. Quelques parents éloignés essaient encore parfois de m'envoyer des messages depuis de faux comptes, me traitant d'impitoyable et de cruel pour avoir diffusé en direct la destruction absolue de mes propres parents et les avoir laissés devenir sans abri pendant que je vis dans un luxe extrême. Ils disent que j'aurais dû simplement appeler la police discrètement et gérer ça en privé. Mais je veux vous poser cette question, à vous, le jury de l'Internet. Ai-je complètement dépassé les bornes? Suis-je allé trop loin en instrumentalisant leur cercle social contre eux et en exposant leurs plus sombres secrets lors d'une diffusion en direct? Ou êtes-vous d'accord que des monstres comme ça doivent être traînés, criant et se débattant, dans la lumière aveuglante, pour qu'ils ne puissent plus jamais se cacher dans l'ombre et mordre quelqu'un d'autre?
Dites-moi exactement ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire sur l'établissement de limites absolues, la défense de votre paix, et la reprise de votre pouvoir sur les personnes toxiques, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à. Nous vous apportons les histoires de justice les plus intenses et satisfaisantes chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine publication. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, vous ne devez votre souffrance à personne.